Il est 12h30 à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Au sommaire de cette édition, la culture de l'excellence de plus en plus promue dans les établissements scolaires. Tous veulent un cadre sain pour de meilleurs résultats dans leurs écoles. Et puis hors de chez nous, au Maroc, c'est la catastrophe. Un séisme a causé la mort d'au moins 820 personnes et fait plusieurs blessés. Encore merci d'être toujours présent sur RTI2 pour le temps d'information. Les écoles ouvriront officiellement leurs portes le lundi 11 septembre 2023. Et parmi les milliers d'établissements scolaires que compte le district autonome d'Abidjan, certains essaient de se démarquer pour visiter l'excellence au cours de l'année scolaire 2023-2024. Aujourd'hui, nous avons sillonné quelques écoles qui s'activent pour accueillir les élèves dans un bon cadre d'apprentissage, ce qui permettra à ces derniers de réaliser une année scolaire de qualité. Aboulaziz Guira, Maïssa Kogay. 8 septembre 2023, dernière ligne droite avant le 11 septembre, premier jour de la rentrée des classes 2023-2024. Dans cet établissement primaire, ce sont les derniers préparatifs pour mieux accueillir les élèves le lundi prochain. Ici, les bancs sont rangés par groupe de 25 par classe. Cela fait partie du règlement intérieur de l'établissement. L'idée, donner un enseignement de qualité aux apprenants. C'est d'ailleurs ce qui incite Dame Sangaré à venir inscrire son fils dans cet établissement. Je suis venue vérifier ce qu'ils ont dit pour m'assurer si vraiment l'effectif qu'ils ont dit, si c'était ça qui était respecté. J'ai vu c'était ça. Dans cet autre établissement secondaire de la commune de Cocody, la directrice reçoit encore les parents d'élèves. C'est aussi l'occasion d'échanger avec les éducateurs et de vérifier si tout est prêt pour accueillir les élèves. Salle de classe aérée, une bibliothèque d'une centaine de livres, voilà l'élixir qui va contribuer à une année scolaire réussie. L'année dernière, l'établissement a enregistré un taux de réussite assez élevé aux examens nationaux et compte bien le conserver. Notre leitmotiv, c'est l'excellence, c'est aller à l'excellence. Et donc, dès l'entame des programmes, tout de suite, les enfants sont mis au travail. D'accord ? Nous avons même évalué certains, surtout pour les nouveaux qui arrivent, voir déjà leurs faiblesses, voir leurs performances. Ça permet tout de suite aux professeurs de cerner, de manière à ce que chaque année, on n'ait que des passages en classe supérieure. Pas des passages de complaisance, mais vraiment des enfants qui ont le niveau pour briguer la classe supérieure. À tout ce dispositif s'ajoute un programme sportif et de métiers assez pratique. Il est essentiel dans le programme pédagogique des enfants de pouvoir insérer heures de basket, heures de natation, heures, pourquoi pas, de couture, de jeux d'échecs, de bricolage, tout ça pour pouvoir aérer un peu l'esprit des enfants. Pédagogie à outrance, on les voit de plus en plus un peu trop stressés. On essaie de faire les cours pédagogiques en matinée et les après-midi faire tout ce qui est activité extrascolaire, surtout au premier cycle au collège. Pour les établissements scolaires, ces quelques jours avant le début des cours sont précieux et il faut s'activer dès à présent si l'on veut obtenir un bilan positif à la fin de l'année scolaire. Et pour parler toujours d'éducation, la caravane de formation pour une utilisation responsable des médias sociaux intitulée « En ligne, tous responsables » a posé ses valises à Bouaké, région de Béké. Cette initiative du ministère de la Communication et de l'Économie numérique vise à sensibiliser les populations à une bonne pratique plutôt de ces nouveaux outils de communication virtuelle. Au total, 21 localités du pays seront visitées par ce programme. Le reportage est signé Jean-Yves Zadi et Charles Tatou de RTI Bouaké. Partager, commenter ou encore publier des fausses informations par le canal des médias sociaux.
Voilà les risques de poursuites judiciaires auxquels s'exposent les populations. Pour aider aux pratiques saines de ces nouveaux supports de communication, la population de Bouaké vient de bénéficier d'une rencontre de formation et de sensibilisation. Une initiative du ministère de la Communication et de l'Économie numérique. Elle s'inscrit dans le cadre du programme de formation pour une utilisation responsable des médias sociaux. Il faut savoir que si je mène telle action, ça peut avoir telle conséquence. Il y a des lois qui ont été votées à l'Assemblée nationale qui punissent. Aujourd'hui, on a la PLCC qui s'en occupe. Nous voulons montrer à toute la population, particulièrement à la jeunesse, aux étudiants et aux femmes, les bonnes pratiques d'usage pour une meilleure utilisation des réseaux sociaux. Cette action a connu un engouement positif auprès des populations qui ont participé massivement à cette activité. Si vous partagez certaines informations qui ne sont pas normales sur les réseaux sociaux, on peut vous enfermer pour ça. Je suis très content de participer à cette formation. J'ai retenu plusieurs points, notamment d'être prudent sur les réseaux sociaux, de ne pas divulguer les informations personnelles à tout va, de ne pas partager des publications n'importe comment sans toutefois vérifier. En ligne, tous responsables. Tel est le slogan choisi pour cette caravane de sensibilisation qui va sillonner 21 localités du pays. Lancé en août 2023 par le ministre Amadou Koulibaly, ce programme de formation a déjà visité les villes de Daloa et de Korogo. Le district autonome de la vallée du Badama, dans sa quête d'apporter le bien-être aux populations locales, a organisé un atelier sur le guide des atouts et potentialités économiques, culturelles et touristiques du dit district. En collaboration avec la chaire UNESCO Anticipation, Prospective et Territoire durable de l'Université Alassane Ouattara, cette rencontre vise à recueillir les contributions et observations des membres des différentes couches sociales à Bouaké avant la mise en œuvre de ce guide. Un reportage de Kader Sogodogo, toujours de RTI Bouaké. Les rapports provisoires du livre blanc et du guide des atouts et potentialités économiques, culturelles et touristiques, c'est l'objectif de la rencontre entre le district autonome de la vallée du Bandama et les membres des différentes couches sociales à Bouaké. Cette rencontre, sous la supervision de la chaire UNESCO Anticipation, Prospective et Territoire durable de l'Université Alassane Ouattara, vise à recueillir les contributions et observations des parties prenantes aux documents stratégiques pour le développement du district autonome de la vallée du Bandama. Jean-Claude Kouassi, ministre-gouverneur du district, explique les enjeux. Il veut doter le district d'un document stratégique de développement. Créé en 2014, le district autonome de la vallée du Bandama couvre les régions de Gbeke et du Hambol. Sa superficie est d'environ 28 530 km² pour une population estimée à 1 964 929 habitants. Le district compte 7 départements, dont 4 pour le Gbeke et 3 pour le Hambol. Au chapitre religion, retour à Abidjan, où les jeunes du quartier PK18, dans la commune d'Abobo, ont procédé à la pose de la première pierre de la mosquée Ben Kéléman, en langue locale malinké, qui signifie en français « Soyons unis ». Cette initiative a pour objectif de permettre aux fidèles musulmans de ce quartier d'avoir un lieu de culte à proximité de leur domicile. La rencontre s'est tenue en présence de plusieurs guides religieux, Assitan Diarra et Farida Sissé y étaient. Les fidèles musulmans sont venus des quartiers et sous-quartiers de la commune d'Abobo pour procéder à la pose de la première pierre de la mosquée Ben Kéléman. Une initiative des jeunes du quartier PK18. Elle a pour but de permettre à la communauté musulmane de la commune d'avoir un édifice qui accueillera des milliers de fidèles par jour.
Nous sommes très heureux de la pose de la première pierre de notre mosquée. Nous invitons tous les musulmans à venir investir dans le chantier d'Allah, vraiment pour que cet édifice puisse avoir jour rapidement, Inch'Allah. Partout, les gens sont en train de construire les mosquées. Et nous, notre mosquée qui existe depuis 1972 n'a pas été encore réhabilitée. Vraiment, la construction de la nouvelle mosquée nous va droit au cœur. Nous sommes très, très contentes. C'est à travers la construction de la mosquée que nous allons manifester notre crainte de Dieu. Quand on voit la pose de la première pierre, c'est une joie immense pour la communauté d'Abobo-Sagui. L'avenir d'une communauté repose sur la jeunesse. Donc nous appelons la jeunesse à faire beaucoup mieux. Lors de la rencontre, les guides religieux et les fidèles ont glorifié Dieu afin qu'il les facilite la réalisation de ce lieu de culte. À la page sport avec Salif Ouattara, mettons l'accent sur l'inauguration du stade de San Pedro qui abritera la rencontre Côte d'Ivoire-Lesotho cet après-midi. Par ce geste symbolique, le ministre des Sports, Paulin Claude Danho, accompagné du ministre gouverneur du Bassa-Sandra, Légré Philippe, et de l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, ouvre officiellement les portes du stade Laurent Pokou de San Pedro. Accompagné des membres de la famille Ndri Pokou, la délégation a ensuite eu droit à une visite guidée du stade. Les vestiaires, les salles de conférence et annexes, les salons VIP et VVIP, les tribunes et la pelouse. Autant de compartiments visités avec en prime la remise officielle et symbolique de la clé du stade Laurent Pokou. Moment d'émotion, la famille de Laurent Pokou remet son trophée de meilleur buteur de la CAN 70 à l'État de Côte d'Ivoire. En donnant le nom de Laurent Pokou à ce majestueux stade de 20 000 places, construit à l'occasion de la CAN 2023, le gouvernement de Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, voudrait rendre un vibrant hommage à tous les sportifs, à toutes ces filles et fils de Côte d'Ivoire, depuis Gabriel Tiako, en passant par Cissé Chek. Grande joie pour les élus et cadres du district du Bassa-Sandra. Nous avons eu la chance, nous, de connaître Laurent Pokou. Nous avons vu ces merveilles à Abidjan et surtout à Rennes. Je pense qu'il mérite ça. San Pedro, commune et San Pedro, banlieue, nous devons être fiers. Ce l'État nous a construit un stade splendide. C'est un sentiment de fierté, de joie, de considération par le président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, qui a permis que nous ayons vraiment ce monument chez nous à San Pedro. Comme cadre, on avait quand même plus de 100 cadres qui ont travaillé en permanence sur l'ensemble de ces projets. L'ensemble de tous les ouvriers, que ce soit des carreleurs, des maçons, des électriciens, des peintres, ce sont des entreprises sous-traitantes ivoiriennes avec lesquelles nous avons travaillé. Démarré le 23 février 2019, pour un coût global de 42 milliards, les travaux du stade Laurent Pokou de San Pedro ont duré 4 ans. Plus de 1000 travailleurs ivoiriens et chinois ont travaillé au couronnement de cet édifice de 20 000 places. Nous vous le disions en titre, hors de chez nous, la terre a tremblé dans le centre du Maroc, dans la région de Marrakech, à une magnitude de 7 sur l'échelle de Richter, dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre. Le nombre de victimes est en constante augmentation. D'importants dégâts sont signalés. À la mi-journée, le dernier bilan des autorités marocaines fait état d'au moins 820 morts et plusieurs blessés, selon le ministère de l'Intérieur. Et puis pour terminer ce temps d'information, sachez que le sommet du G20 s'est ouvert ce jour à New Delhi pour 2 jours en présence d'une trentaine de chefs d'État et d'organisations internationales. Mais en l'absence des présidents russes et chinois, le groupe des 19 pays les plus riches et de l'Union européenne vont essayer de s'entendre sur les questions cruciales du financement, de la dette des pays en développement, de la transition climatique et de la guerre en Ukraine. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.